On est bientôt 2 ans après la fusion. Quel regard vous portez sur ces 2 premières années complètes, Elora? Ça passe à toute allure. On a l'impression que c'était hier matin. Et en même temps, je pense que si on fait l'inventaire du nombre de dossiers qu'on a dû traiter, du nombre de projets qui sont nés, du nombre de projets qui se sont déjà réalisés, c'est quand même impressionnant aussi. Mais je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'est la masse de choses différentes qu'il a fallu gérer et porter à bien. On devait repenser une nouvelle maison. Le principal défi, c'est que jusqu'au mois de juin 2023, on a beaucoup été sur ce que j'ai appelé de la plomberie, de la tuyauterie institutionnelle. Il fallait que les choses soient en ordre sur le plan administratif, documentaire, notarial et ce genre de choses. Et puis à partir du 1er juillet 2023, il a fallu faire tourner la boutique ou faire tourner les boutiques, effectivement en les mettant dans un nouvel environnement. Et je trouve que ce qui était un des enjeux pas simples, c'est de ne pas perdre du temps. Et en même temps, on sait que le temps est un ingrédient nécessaire pour que certaines choses se fassent. Je pense que beaucoup de gens, jusqu'à la fusion, se sont dit on verra bien si ça aura lieu, pas lieu, on verra bien quelles vont être les implications pour moi, pour mon équipe, pour mon site, pour mon hôpital. Et puis là, au 1er juillet 2023, là, c'est devenu sérieux, c'est devenu pour de vrai. C'était là, la fusion était là, Elora était née, et puis tout le monde savait que quelque chose allait en sortir. La volonté d'atteindre les mêmes objectifs ont fait que nous n'avons pas dû intervenir. On a simplement dû leur montrer le chemin, mais naturellement, ils savaient vers où ils devaient aller. Est-ce qu'il y a eu des avancées majeures? Je crois que les 2 plus grosses, c'est la maternité et la pédiatrie. Je crois que ce sont les 2 mouvements qui ont été même plus vite que ce que nous le pensions, puisque quelque part, c'est la situation qui nous a un peu poussé dans le dos à aller aussi vite. Je pense que dans les grands projets qui ont avancé très fortement quand même en peu de temps, on peut citer la biologie clinique avec quand même un rassemblement qui se fait en deux étapes. Une première étape qui est le rassemblement sur le bassin Mons-Morinage et une deuxième étape qui est l'intégration de l'ensemble des laboratoires d'Elora. C'est quand même quelque chose d'une grosse dimension. C'est pas simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'est pas tout à fait linéaire, mais quand même beaucoup d'hôpitaux qui se sont mis ensemble ont eu ce projet de rassemblement de leur laboratoire et voilà, j'ai pu expérimenter dans mes vies précédentes que ça ne s'est pas toujours passé, c'est pas toujours passé rapidement dans le délai voulu. Et quand je dis passer rapidement, je pense à un, et certains se reconnaîtront peut-être, où il a fallu 30 ans. Voilà, alors Elora, il aura fallu 30 mois. Je pense qu'on peut quand même tirer notre chapeau dans les choses qui se sont faites très rapidement aussi, qui sont quand même assez structurantes. C'est la radiothérapie qui a d'emblée fonctionné pour les 2 bassins avec une proximité des acteurs qui s'est développé très très vite et puis voilà, il n'a pas eu le temps de réorienter et de le faire proprement les conventions qui préexistaient, mais aujourd'hui il y a vraiment une radiothérapie Elora qui a vraiment acquis ses lettres de noblesse et qui s'est fortement développée. On travaille maintenant le secteur de la cardiologie, cardiovasculaire, chirurgie cardiaque dans la même orientation et je pense que ça va aussi porter des fruits assez importants et on voit là quand même quelques lignes de force d'Elora médicale qui commencent à sortir. 2024 a été une assez bonne année sur le plan de l'activité, comme 2023 d'ailleurs, donc tous les sites Elora se trouvent aujourd'hui dans une situation qui est pratiquement analogue à celle de 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid, ce qui n'est pas le cas de la situation belge ou de la situation wallonne. Donc les hôpitaux Elora ont fait mieux en termes d'activité que leur environnement, et ça c'est quand même à souligner parce que justement dans un contexte où les choses bougent, où les gens se posent peut-être la question de qu'est-ce qui va m'arriver demain ou autre, on aurait pu craindre que ça ne soit pas un booster pour l'activité
activité et c'est pas ça qui s'est produit. Donc je pense qu'on est quand même globalement très très satisfait de l'activité sur tous les sites. Alors certains hôpitaux sont dans des développements plus importants que d'autres, mais c'est aussi parce que leur environnement change de manière positive. Je pense à l'hôpital de Nivelles par exemple, voilà, qui est un hôpital qui n'avait pas une présence suffisamment importante dans son environnement et qui avec de nouveaux services, avec de nouveaux responsables, est en train de prendre vraiment la place qui lui revient et avait une belle marge de progression et est en train de prendre cette marge de progression là. Voilà, on peut le faire bassin par bassin, mais la Louvière, l'hôpital de Jolimont a fait une excellente année 2024 en justifiant une bonne partie de CEDI avec une facturation qui reste inférieure à la justification en termes de lits. Et Mons-Borinage s'est très bien comporté aussi en termes d'activité. Kennedy a continué à progresser. Constantinople a tenu le coup et Warkini connaît un développement quand même significatif. Alors c'est pas des progressions à 2 chiffres, mais c'est quand même des choses qui vont dans le bon sens. Toujours dans le contexte plus global, comment est-ce qu'on a fait face à l'impact de l'inflation qui s'est poursuivie en 2024, des coûts de l'énergie? Alors les modifications financières ou les chocs financiers structurels qui n'ont pas impacté que les hôpitaux, ils ont impacté durement Elora aussi. Ils ont impacté durement le secteur hospitalier du Mans et Elora. Et ça, c'est quelque part pas un cadeau parce que quand vous mettez en place une nouvelle structure, vous aimeriez bien que la préoccupation financière, elle puisse rester un peu de côté pendant un certain temps. D'autant plus qu'on avait observé ça pendant le Covid, le secteur hospitalier était beaucoup aidé par les autorités, ce qui nous a permis de passer toute la période Covid sans inquiétude par rapport à nos moyens financiers. Et puis là, le choc inflatoire post-Covid, il a vraiment frappé très fort. Il a frappé très fort dans les rémunérations, il a frappé très fort auprès de nos fournisseurs, il a frappé très fort au niveau de l'énergie. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Elora doit consacrer une partie importante de son énergie à être sûr que financièrement, il a les moyens et les capacités de ses ambitions, avec des mesures fortes, des mesures qui n'ont pas été faciles, avec des choses qui ont réellement à la fois pris du temps, de l'énergie, mais touché aussi parfois profondément certaines équipes et certains métiers, mais c'est aussi la manière d'assurer l'avenir, d'en faire le véritable tremplin de ce dont on a besoin, et on en parlera dans un instant, c'est les nouveaux hôpitaux Elora, c'est ces nouvelles infrastructures dans lesquelles on se projette. Pour nous, c'était un peu frustrant finalement, parce qu'on était en train de construire quelque chose. Et à un moment donné, on a quelque part dû changer complètement notre orientation parce que la priorité, c'était le day-to-day. Et donc ça, c'était relativement frustrant et difficile aussi à faire passer comme message que la fusion, elle allait nous aider et que ce n'était pas la cause, mais qu'elle allait nous aider finalement à un moment donné à en sortir. Si nous en sortons quelque part, c'est parce que nous avons fusionné et que ça nous donnait des marges pour aujourd'hui rebondir. Mais c'est très difficile et vraiment frustrant de se retrouver finalement en train de construire dans un environnement qui est hostile comme celui-là. Et donc c'était très compliqué, franchement, pour nous c'était compliqué. Le financement des hôpitaux, il n'est pas suffisant aujourd'hui en Belgique, mais surtout il n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas en phase avec les contraintes qui sont imposées. Donc la question pour moi n'est pas tellement de savoir si dans l'absolu, avec ce financement-là, on sait faire fonctionner des hôpitaux. La question est plutôt de dire, on demande aux hôpitaux de faire un certain nombre de choses, on leur donne un certain nombre de contraintes, et puis on leur donne un budget pour faire ça. Je prends qu'un seul exemple, c'est celui de la cybersécurité. Alors c'est pas seulement une contrainte qui vient à l'extérieur, c'est pas seulement... c'est tout le monde qui attend, le citoyen, il attend que ses données de santé elles soient protégées, il attend que l'hôpital auquel il s'adresse fonctionne, les travailleurs c'est la même chose, l'État c'est la même chose. Aujourd'hui on doit investir des sommes relativement considérables, des moyens en hommes aussi importants dans cette cybersécurité. Là c'est un domaine dans lequel les moyens suivent absolument pas.
Et donc si on regarde toujours avec les moyens précédents, on voit qu'il y a aussi des nouveaux besoins et que ces nouveaux besoins, si on n'arrive pas à les couvrir, ça nous met réellement en difficulté. Et les effets de ce qu'on fait ne sont jamais immédiats. Hein, donc c'est pas juste dire on prépare demain et on s'y prend bien à l'avance. C'est de dire ce qu'on veut voir fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans, doit être préparé aujourd'hui. Si le besoin apparaît dans 5 ans et qu'il n'a pas été anticipé, s'il faut 3, 4, 5 ans pour pouvoir le mettre en œuvre, c'est trop tard. Alors avant de revenir justement sur demain et le projet des nouveaux hôpitaux, une dernière question. Est-ce que l'intelligence artificielle commence à s'ancrer dans les pratiques aujourd'hui dans nos hôpitaux? Alors, je suis persuadé que l'intelligence artificielle va avoir un impact phénoménal sur les soins de santé, sur la médecine d'abord, aussi sur la manière de l'organiser, sur la manière de la pratiquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont encore de l'ordre, je dirais pas de la science-fiction, mais de la futurologie en tout cas. Par contre, ce qui est assez vertigineux, c'est la vitesse à laquelle ça va. 2024, ça a quand même été, j'ai envie de dire, pour le citoyen ordinaire, c'était l'année de ChatGPT. Hein. Qui avait entendu parler de ChatGPT avant 2024? Je pense, à part une petite bande d'initiés, pas grand monde. Alors aujourd'hui, c'est pas encore largement développé ou ancré dans les disciplines. On voit quand même plusieurs projets qui sont en train de naître comme ça dans l'imagerie médicale, qui était un des premiers domaines où on en parlait depuis relativement longtemps, mais parfois aussi dans d'autres types d'imagerie auxquelles on pense pas toujours, les tracés d'électrocardiogramme par exemple. L'intelligence artificielle permet de voir des choses que l'humain ne voit pas, ou en tout cas pour lesquelles il y a certaines choses en tout cas qu'il ne voit pas, ou qu'il ne perçoit pas de la même manière. Et donc il y a une question qui est fondamentale et qui est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est quelle va être la part demain de l'homme et quelle va être la part de l'homme augmenté, de l'homme assisté. Je ne pense pas qu'il y a d'un côté la machine et d'un autre côté l'homme, mais il y a l'homme avec des moyens qu'il n'avait pas précédemment. Qu'est-ce qu'il va faire de ces moyens-là? Quelle est la part qu'il va garder pour lui? Et ça, on voit bien, on a fait une enquête qui vient de se terminer justement dans la perspective de nos nouveaux hôpitaux. Qu'est-ce qui était important pour notre personnel? Qu'est-ce qui leur paraissait important pour demain et pour les patients? Et on voit que cette dimension d'humanité est une dimension qui reste fondamentale pour tout le monde. Je crois que beaucoup médecins, soignants et non soignants auraient l'impression de perdre une grosse partie de l'essence de leur boulot si l'humain venait à disparaître. Alors, les nouveaux hôpitaux, on a dû repenser un certain nombre de choses, en lien avec ce qu'on disait aussi. Le contexte, il évolue sans cesse, et donc c'est un projet qu'on doit faire avancer aussi en tenant compte du contexte. Les éléments de contexte qui ont bougé, c'est la contrainte financière dont on a parlé. C'est aujourd'hui, tout est plus cher et nos moyens sont quand même limités. On doit faire attention, par rapport à ça aussi. Et puis, il y a le statut des hôpitaux plus petits en taille qui est beaucoup discuté aujourd'hui par le gouvernement, pour ne pas le cacher, même s'il s'en défend un peu en disant que rien n'est encore décidé, qu'on ne sait pas très bien vers où on va, mais je pense que c'est quand même relativement clair dans quelques têtes. Et donc, pour 2 sites en particulier, le site de Loppes et le site de Warkini, on a décidé, avec le conseil d'administration, de postposer la décision en disant on n'a pas assez les cartes en main. Autant je vous disais il y a un instant qu'il faut avancer avec un niveau d'incertitude, autant à un certain moment, il faut aussi être capable de dire là on appuie sur pause, parce que là l'horizon il n'est pas du tout assez dégagé que pour avancer, même avec quelques éléments prospectifs, quoi. Ce sera quoi les caractéristiques d'un hôpital Elora en 2030? À quoi on pourra voir qu'on est, que ce soit à Nivelles, à Mons, à la Louvière, dans un hôpital Elora? Il aura d'abord le même aspect. Quelque part, il aura les mêmes façades, il aura la même porte d'entrée, il aura les mêmes chambres. Donc il y aura on ne pense pas tel hôpital, tel hôpital, tel hôpital. On pense l'hôpital Elora et on le décline en fonction des besoins que l'on aura besoin de façon spécifique en fonction de la région. Donc on saura très vite qu'on est dans un hôpital Elora. Voilà, je crois que nous aurons des hôpitaux pensés autrement, qu'on aura combien de petits robots qui vont circuler dans les couloirs. Vous savez, vous? Il y en aura au moins 200.
On sait déjà qu'il y en a 200. Mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas le troisième qui rapportait les repas. On ne sait pas. Hein. Des drones. Ou des drones, voilà. Écoutez, des drones, écoutez les... Les drones, ça commence pour les prélèvements sanguins. Aujourd'hui, dans certaines régions du pays, il y a des... Quand je disais cela, il y a 5 ans, on me regardait avec l'air de dire elle a encore pété un câble. Mais non, ça arrive maintenant, ça arrive. C'est tout, voilà. Sinon, je crois que c'est vraiment le... On est dans un monde qui évolue très très vite. Très très vite. Et donc, voilà. Donc l'hôpital Elora, j'espère qu'il sera l'hôpital quasiment du 22e siècle. Pas du 21e, du 22. Je veux le rêver comme tel. Je veux le rêver. Je dis souvent, dans la conception des hôpitaux, il faut un fou. Il faut un fou qui ose tout rêver. Alors après, tout ne se fait pas, mais il faut oser tout rêver. C'est comme ça qu'on est toujours un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on devance finalement la musique. Alors, sur le plan des bâtiments existants, c'est évidemment des bâtiments qui ne sont pas du tout exemplaires sur le plan de leur durabilité. Et c'est des bâtiments qui viennent d'une autre époque dans tous les sens du terme. Maintenant, cette préoccupation-là, elle est présente depuis quelques années. Elle est présente à la fois au niveau de la gouvernance, mais aussi chez beaucoup des collaborateurs. Et donc, il y a plusieurs projets qui ont été mis en œuvre sur les différents sites ces dernières années. Et en particulier, le bilan carbone de tous les hôpitaux Elora a été réalisé il y a quelques semaines maintenant. Donc, on est en train de traiter les résultats et de voir comment aussi les différents projets qui ont été mis en œuvre viennent se mettre là-dedans. Et la réflexion porte beaucoup sur qu'est-ce qu'il est réaliste et réalisable de faire dans les infrastructures actuelles, avec toujours ce petit coup d'œil sur le futur en disant ça on ne sait pas le faire dans les hôpitaux actuels, mais ce serait quand même sympa que dans les hôpitaux futurs on puisse le penser autrement. Donc il ne faut pas croire que parce que ce sont des vieux bâtiments que la préoccupation de durabilité était mise sur le côté. D'ailleurs, on ne présente aucun dossier au conseil d'administration sans qu'il y ait sur nos documents d'introduction une petite trace sur la durabilité. Donc, quel est l'impact, quelque part, de la décision qu'on propose au conseil d'administration de prendre sur la durabilité? Voilà, donc, alors, il y en a qui ont plus ou moins d'ampleur, mais la question est posée. Elle est posée au même niveau que son prix, ou que, voilà. Je crois qu'on est... on ne peut pas, à un moment donné, se dire que l'on dirige un hôpital et oublier que la planète, c'est d'abord le premier nid dans lequel nous vivons. Et que ce nid-là, cet environnement, c'est le début de notre vie, et c'est le cocon de notre santé. La première chose, indépendamment des projets ou des projets futurs, ça passe par l'attractivité au sens large. Alors l'attractivité, je pense que dans les quelques dimensions qu'on peut donner comme ça, il y a est-ce que je serai encore là demain? Est-ce que si je m'engage aujourd'hui dans quelque chose, c'est quelque chose qui a un avenir, qui a une pérennité dans ce sens-là? Le deuxième élément de l'attractivité, c'est dans quel type d'ambiance est-ce que je fonctionne? Quelle est l'ambiance qu'il y a dans l'équipe? Quelle est l'ambiance qu'il y a dans l'hôpital? Quelle est l'ambiance qu'il y a dans Elora de manière générale? Et en même temps, quand on dit préparer demain et voir que demain on puisse encore offrir la même offre de soins, voire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement dire c'est rassembler nos forces, parce que des forces, il y en aura moins, parce qu'il y aura moins de forces soignantes, parce qu'il y aura moins de forces médicales, et donc il faudra qu'on soit capable de faire les choses autrement, à la fois d'être attractif pour ceux qui sont là, et à la fois que l'organisation la plus structurée possible d'Elora demain permette de faire aussi bien, faire mieux, avec moins de ressources que celles que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on n'en aura pas plus. Cette année marque la fin de vos fonctions à la tête des CHU Elora. Vous avez été à la tête de vos hôpitaux respectifs pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette carrière, de cette aventure humaine et professionnelle? Je crois que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé pour l'autre. J'ai travaillé pour
pour les gens qui étaient autour de moi. J'ai travaillé pour faire en sorte que les gens qui travaillaient avec moi soient bien. J'ai travaillé pour que la population de ma ville soit bien soignée. Ça donne du sens. Ça donne du sens à la vie. Exister pour faire en sorte que l'autre trouve du plaisir dans la vie, je crois que c'est la plus belle motivation qu'on puisse trouver. Et l'hôpital nous offre. Pour moi, la question du sens est fondamentale et je me suis retrouvé un moment en transition entre deux hôpitaux avec des gens qui se trouvaient en transition entre deux carrières professionnelles qui n'étaient pas hospitalières et ils étaient tous sous le choc par rapport au sens de ce qu'ils faisaient, par rapport au sens de ce qu'ils avaient fait. Et très très vite, je me suis dit, mais enfin, moi, je partage pas leurs problèmes, je partage pas leurs difficultés. La question du sens, elle est évidente. Elle est évidente pour vous, mais elle est évidente pour les gens avec lesquels vous travaillez. Moi, j'ai passé les 20 premiers mois de ma carrière à travailler dans des bureaux en dehors du secteur hospitalier. Eh bien, je vous assure que la dame qui nettoyait les bureaux au tout début de ma carrière, elle n'avait pas du tout la même tête que la dame qui nettoyait les surfaces dans un hôpital. Parce que autant c'était anonyme d'un côté, autant ça avait plein de sens de l'autre. Quand vous voyez, quand vous avez le retour des patients et que vous dites à quel point les préposés à l'entretien, les techniciennes de surface, les dames qui nettoient leur chambre, les dames et les hommes aujourd'hui, pas le faire, à quel point ces gens sont importants les uns pour les autres. Un hôpital, c'est un endroit où tout le monde se dit bonjour, du sommet de la pyramide jusqu'à la base de la pyramide, et en même temps, sur un plan strictement on va dire ça, professionnel, un peu carriériste comme ça, c'est des environnements qui sont extrêmement difficiles. Et je trouve que ces deux dimensions-là, en même temps, le fait que jamais vous ne devez vous demander pourquoi vous vous levez le matin et qu'en même temps, vous êtes persuadé que c'est pas simple et qu'il faut y mettre toute votre énergie pour pouvoir faire quelque chose, voilà, avec le recul, hein, la phrase est un peu bateau, mais si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui, 2 fois oui. Voilà, l'ensemble des équipes Elora, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'elles ont entre les mains un outil exceptionnel. Je pense que beaucoup nous envient aujourd'hui, alors qui aujourd'hui a peut-être encore beaucoup plus de choses dans le potentiel que dans les réalisations. Et donc c'est de croire à ce potentiel, c'est de le mettre en œuvre pour réellement pouvoir développer ce qui porte en lui. C'est quelque part, moi j'aime beaucoup cette notion de passage, donc que les équipes puissent être celles qui vont réceptionner l'institution dans l'état où elle est aujourd'hui pour la porter là où elle va être demain, et puis il y a une autre génération qui continuera à porter. Il y a ça d'intéressant avec la plupart des hôpitaux aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui avec la plupart des hôpitaux de manière générale, c'est que ils ont peut-être une vie beaucoup plus pérenne que la majorité des entreprises, parce que quelque part le besoin de santé, lui, il est là, il a toujours existé, il restera toujours, et c'est ça qui rend pour moi aussi cette notion de passage d'autant plus forte, c'est que dans quelque chose où le besoin est permanent et on sait qu'il va exister, qu'il va persister, comment est-ce qu'on fait pour accompagner ça? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner dans la durée en se disant que chacun, on était là pendant X années, on a fait notre job comme on pensait le faire le mieux possible avec ce qu'on pouvait y apporter, et puis que c'est à d'autres de le faire, c'est à d'autres de le prendre là où il est pour l'amener ailleurs. Et personnellement, moi, ça peut se faire aussi de manière un peu différente de la manière dont je l'ai fait. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Je pense qu'il y a il y a quelque chose qui est important, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique, c'est d'être en harmonie avec ses valeurs, avec ceux qui comptent. Et puis ça peut changer un petit peu pour quelqu'un d'autre, pour une autre génération. On n'est pas les mêmes, on a magnifiquement fonctionné ensemble parce que les quelques objectifs clés, ceux-là, ils étaient aussi forts chez l'une que chez l'autre, et c'est ça qui a permis d'avancer aussi. On a traversé énormément de choses. Voilà, quand je suis arrivée, c'était en 1991, et on a vécu beaucoup de choses, mais des choses pas faciles. Mais on a toujours réussi à rebondir parce que finalement, on était juste à un moment donné une grande famille. Et donc, je voulais leur dire merci et leur dire que je leur fais confiance pour continuer à porter finalement le fruit de tout ça.
Moi, je pense qu'il faut toujours être très humble avant de donner des conseils à quelqu'un, même quand on a soi-même été patron pendant très très longtemps. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses et que donc le premier conseil pour moi, c'est de faire les choses avec authenticité, avec sa manière à soi de le faire, et en n'oubliant jamais qu'on n'est pas tout seul, que c'est toujours un travail d'équipe, que c'est que derrière chaque homme de chaque équipe, chaque femme de chaque équipe, il y a une autre équipe composée d'hommes et de femmes, et d'arriver à créer de créer ce mouvement général. Et puis on n'est pas non plus, je veux dire, on fait pas les choses tout seul, on n'est pas, comment dire, on n'est pas des sorciers. Hein. Les choses ne se font pas juste parce qu'on est là et parce qu'on a décidé de les faire. Donc de trouver comment on peut aider, comment on peut faire avancer, comment on peut impulser les choses. Mais moi, je donnerais très très peu de conseils. En plus, je leur fais une énorme confiance. Je suis comme Stéphane. Nous sommes différents. Le couple qui arrive après nous est différent. Mais ils ont leurs qualités, ils ont leurs valeurs. Ils vont probablement fonctionner totalement autrement parce qu'ils ne sont pas construits comme nous. Ils n'ont pas la même histoire. Ils sont d'une autre génération. Et c'est normal, leur génération, c'est pas la nôtre. Voilà. Donc ils ont eu une autre culture. Mais je crois que si on les a choisis, c'est parce qu'on leur a fait confiance. Et je crois que l'un comme l'autre, on a choisi quelqu'un en qui on avait confiance dans les valeurs et dans les capacités et la détermination à faire en sorte que ce projet, pour lequel il y a encore énormément de choses à faire, mais qu'ils seront capables de le porter. Voilà. Sinon, on leur fait confiance.